en leur qualité d'experts, en leur qualité de professionnels, mesdames et messieurs, vont donc nous aider, n'est-ce pas, à comprendre un tout petit peu quels sont les enjeux hein, de ce secteur, quels sont les défis, hein, les problèmes, les difficultés auxquelles font face les patrons des médias et surtout hein, quelques solutions à proposer. Alors, pour commencer hein, de prime abord, hein, je rappelle encore une fois de plus la thématique entrepreneuriat, investir dans les médias, un risque, point d'interrogation. Alors, j'aime bien commencer par ma droite hein, pour essayer de planter le décor avec vous, voilà, avec notre frère, M. François Mbokey. Peut-être question de savoir qu'est-ce qui attire de plus en plus les entrepreneurs dans le secteur des médias de nos jours. Ah, mais c'est un secteur qu'on peut dire porteur. On n'investit pas dans un secteur pour rien. On part d'une idée, on part par exemple d'une formation, on part par exemple d'un copier-coller, parce qu'on a vu quelqu'un d'autre faire et on essaye de le faire. Mais pour revenir dans l'entrepreneuriat pur, c'est quelqu'un qui pense un projet et il pense qu'il a les moyens de le mener. Et il pense donc qu'il peut associer à son projet d'autres personnes pour l'accompagner à ce succès. Il n'y a aucun secteur où l'investissement n'est pas un risque. On risque toujours partout et c'est pour cela que vous allez voir que ceux qui prennent des risques ne sont pas nombreux. Et oui, ils ne sont pas nombreux parce que être un patron, c'est prendre beaucoup de risques parce que parfois vous engagez même votre famille. Vous prenez des risques au niveau des banques, vous vendez presque tout parfois, et parfois, ce n'est que lorsque vous commencez à émerger, c'est-à-dire équilibrer vos dépenses antérieures, que les gens se rendent compte que vous êtes un patron, alors que cela vous a coûté beaucoup de temps en réflexion, beaucoup de temps en business plan. Et bon, pour ça, je parle des patrons qui ne font pas de copie-coller, parce que beaucoup y arrivent parce que ils ont un jeune frère avec qui ils ont fréquenté, il est devenu journaliste, alors eux aussi disent, on va devenir patron de presse. C'est pas la même chose. Vous pouvez être un bon journaliste, ne pas être un manager un bon manager d'une entreprise de presse. Parce que vous n'avez pas suivi les étapes qui vous amènent à fonder une entreprise. Il faut d'abord dire qu'il y a l'entreprise à part, et il y a maintenant donc le produit éditorial. Et quand vous avez le produit éditorial, donc comme dans chaque entreprise de production, vous avez les 4 P qu'il faut absolument, auxquels il faut penser quand vous voulez vous lancer. Alors, le premier, le produit, vous avez le journal. Alors, quand vous l'avez lancé, est-ce que vous avez des moyens de faire sa publicité, sa promotion, parce qu'il faut qu'un produit soit connu pour être consommé? Est-ce que vous avez les moyens de faire sa distribution, l'autre P? Est-ce que vous avez donc les moyens pour qu'il puisse se trouver en tout lieu pour être consommé? D'accord, merci pour votre première prise de parole qui nous permet de planter le décor avec notre DP Timothée à Bena. Voilà, moi j'aimerais poser une question concrète. Hein. Vraiment, quand vous vous lancez, ça veut dire, tu ouvres une chaîne de télévision, tu ouvres une radio, tu te lances dans la presse écrite. Qu'est-ce que tu gagnes concrètement? Tu gagnes quoi? Ok, je vais répondre que les gains sont divers. Je peux les classer en 2 catégories. Les gains patrimoniaux, l'argent, c'est du cash. Et il y a les gains extra-patrimoniaux qui rentrent dans la catégorie des gains symboliques. C'est l'aura, c'est l'influence, c'est la considération sociale. C'est à un moment donné même un peu de prestige. Parce que si je prends mon cas, si j'avais suivi le cursus normal auquel me prédestinaient mes études supérieures, je ne suis pas sûr que je serais les sombats que je suis aujourd'hui. Je me rappelle une fois que je me suis retrouvé dans le cabinet d'un ministre avec mon recteur et j'étais surpris d'être reçu avant mon recteur, bien que j'ai demandé à ce ministre de le recevoir avant moi. Il m'a même dit, hey, il est venu me déranger, viens, on parle des vraies choses. J'espère qu'il ne va pas se reconnaître. Non, il ne va pas se reconnaître. On avait dit qu'il est venu nous déranger. Il ne va pas se reconnaître. Mais est-ce que ce n'est pas là le piège également? Parce qu'il y en a qui se lancent certainement pour justement l'influence et non pour le bon objectif même. Bon, je serai obligé de parler de mon expérience. Ce qui est bien dans mon cas, c'est que tout ceci m'a surpris. Je connais un intermède au cours de mon parcours. Alors, je décide de pratiquer un métier
qui ne m'éloigne pas trop de la recherche ou alors de la science, comme on aime à le dire. C'est comme ça que je me retrouve dans le journalisme, parce que c'est l'écriture, c'est la lecture. Mais à mesure que je le pratiquais, je me rends compte que ce n'est pas qu'une profession, c'est avant tout une science et c'est même un art. À partir de là, naît donc une passion à moi qui va me pousser à aller à l'école pour perfectionner mon art, parce que moi je le considère comme un art. Mais c'est à force de travail, à force de certaines performances, à force de certaines innovations et de l'originalité, que je me suis retrouvé, entre guillemets, à être quelqu'un d'important. Et c'est maintenant que je comprends que, comme le disait Harry Bandelot de Regretter Mémoire, le journalisme mène à tout. Mais il suffit de savoir comment canaliser tout ce qui gravite autour du journalisme. On parlait tout à l'heure des questions de serpents. Dès que vous êtes dans le journalisme, sachez qu'il y aura des serpents autour de vous. Mais merci. Comment vous les gérez? Merci pour votre première prise de parole. Là. Donc, avec M. Xavier, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on peut voir beaucoup on va dire quoi, de chefs, de patrons, de chaînes, de radio qui ouvrent, qui ferment, qu'est-ce qui se passe véritablement? Est-ce que on a envie de se poser des questions quand même? Est-ce que c'est encore un secteur utile et même rentable, surtout avec la montée on va dire, des réseaux sociaux? On a aujourd'hui l'information un peu de partout. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui manque véritablement à ces patrons-là? Pourquoi beaucoup ouvrent et ferment, beaucoup rachètent? Ça veut dire d'autres se découragent, d'autres on ne comprend pas. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Je pense que le problème, c'est à la base, c'est à la fondation. Comme toute entreprise dans le monde, les entreprises de presse également naissent pareillement, sont bâties sur une mission et une vision. La vision, c'est jusqu'où on compte arriver avec son média. On va être le meilleur dans l'univers. Mais la vision également se bâtit sur la base de sa mission définie au préalable. Dans le journalisme, je pense généralement, on parle de ligne éditoriale. Quelle est votre raison sociale? Quand vous existez, vous avez décidé de créer le média pour régler quel problème dans la société, parce qu'il faut préciser que la mission, elle est généralement sociale. Si vous avez pris le temps de vraiment bâtir, de bien réfléchir, de bien construire sa mission. Et la mission, généralement, vient résoudre un problème dans la société. Lorsque vous l'avez bien pensé, il est difficile de rater son objectif. Parce que, à partir de ce moment, le problème que vous venez résoudre dans la société, ceux qui en souffrent deviennent tout de suite les gens qui vous suivent. Comme on parle de communauté dans les réseaux sociaux, ces gens deviennent forcément votre communauté et c'est autour de cette communauté, cette niche donc, que vous allez travailler votre économie, vous aurez votre argent, vous allez satisfaire les besoins, vous allez informer, vous allez faire... Alors vous n'allez jamais fermer. Parce que le problème que vous avez identifié et dont le média vient résoudre, des gens qui en souffrent sont des milliers et tous les jours, ils naissent tous les jours. Donc, à coup sûr, vous n'aurez jamais l'occasion de fermer. Et quand vous serez même à court de moyens, c'est la communauté qui va cotiser pour vous. Oui, on a vu la population financer les médias dans le monde entier. Au Cameroun aussi, ça peut exister, mais à la base, il faut bien penser sa mission. Il faut identifier le problème, et c'est ce problème que vous venez résoudre. Si vous avez créé un média sous la base de rien, parce que vous avez vu les autres, alors c'est normal qu'à un moment, ça ferme. Parce que même au niveau de l'organisation en interne, le personnel que vous recrutez, on ne recrute pas au hasard parce qu'il est bon journaliste, elle a un beau visage, il faut que je la mette dans ma télé. Non. Est-ce qu'elle peut accompagner la mission? Oui, c'est sur cette base. Est-ce que sa technique rédactionnelle cadre avec la mission que je veux? Parce que c'est tout ça qui va définir même le choix des contenus de sujets. Parce que vous avez une mission que vous suivez. Et c'est ça qui va vous donner une identité dans la sphère. Et quand vous avez une identité, c'est facile. Il y a 500 000 médias au Cameroun. Je sais qu'il y a beaucoup de télévisions au Cameroun maintenant. Mais la vôtre sera toujours identifiée et vous aurez toujours un public qui vous suit à ce moment. Même les annonceurs, c'est les annonceurs qui vont vous chercher. Donc vous n'aurez pas besoin, vraiment vous ne pouvez pas fermer. Donc le réel problème, c'est que les gens créent sous la base de rien. Comme l'aîné disait tout à l'heure, j'ai un frère qui est journaliste, Xavier, alors il n'a rien à faire au quartier. Moi j'ai les moyens, je crée un média, je nomme mon frère chef de chaîne. Alors il va recruter ses amis et ses collègues, on se retrouve, on décide de faire un média. Après 2 ans, ça va fermer. Parce que pour avoir les annonceurs, quand la mission n'est pas bien définie et les gens qui intègrent, qui comprennent votre vision,
C'est très compliqué parce que ayez le meilleur marketiste du monde. Voilà, vous n'avez pas forcément de revenus. Du coup, on n'est pas assez, en tout cas. Du coup, j'avoue que est-ce qu'il ne faut pas se lancer dans le buzz, voilà. C'est compliqué. Non, c'est très difficile. On dit parfois, il faut imiter le bon exemple. Regardons, quelqu'un parlait tout à l'heure de Canal+. Quand vous regardez toutes les chaînes Canal+, chacune a une mission. Quand vous regardez, il y a une différence. Même au niveau il y a une différence. Elles ne font pas toutes la même chose. Quand vous savez observer, vous allez bien voir que telle est son orientation, c'est bas dans ce sens, l'autre c'est là, et chacun trouve son compte. Donc le problème c'est ça. Je voyais il y a quelque temps une émission sur la télévision nationale où je crois que c'est les 40 ans de la chaîne qui était célébrée, et puis le comédien Kigege International a dit quelque chose qui était marrant, mais qui est fondé, et ce dont souffrent les médias au Cameroun. Il a dit en fait, à la fin de c'est que la CRTV a créé beaucoup de CRTV, beaucoup d'autres CRTV, et il a commencé à citer CRTV Canal machin, CRTV ceci, CRTV V machin, CRTV, vous voyez, parce que tout c'est du copier-coller. D'accord, merci. Votre première prise de parole avec Joseph Zambo. Est-ce que les médias traditionnels peuvent donc facilement survivre face aux créateurs de contenu, face aux influenceurs qui, eux, quand même, ont le vent en poupe? Bon, en réalité, je crois que c'est cette transformation digitale-là qui vient un peu bouleverser cette activité. Mais je crois que les bonnes entreprises, parce que Média est d'abord une entreprise, ce sont des activités qui sont capables de s'adapter selon les générations, selon les étapes. Mais on a juste un très gros problème, c'est que la nouvelle génération et l'ancienne génération, il y a une sorte de scission qui est au milieu. Et on commence à croire qu'on est ancienne génération lorsqu'on est âgé, on est nouvelle génération lorsqu'on est jeune, alors que ça n'a carrément rien à y voir. Aujourd'hui, on a des papas qui vous tapent Snapchat, vous demandez quelle a fait si. Pourtant, quand vous téléchargez l'appli, on n'exige pas un certain âge pour avoir des fonctionnalités. C'est-à-dire, vous pouvez avoir 10 ans, vous avez WhatsApp, vous pouvez avoir 50 ans, vous avez toujours WhatsApp. Mais le problème ici est de savoir comment s'adapter aux nouvelles outils, comment s'adapter aux nouvelles opportunités. La lecture du marché peut-être a changé. Bon, alors, il arrive donc que les médias doivent comprendre aujourd'hui que le besoin auprès de la population, le besoin a changé. Il y a une époque où chaque maison recevait au moins un papier journal. Il y avait même des livreurs, des journaux qui jetaient un journal par maison. Voilà. Il y a une époque où chaque bureau avait au moins un endroit où on plaçait les papiers journaux à la salle d'accueil et les gens venaient lire. Il y a une époque où les gens avaient un amour propre à la lecture. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous ne lisons plus les flyers. Nous ne lisons plus trop les affiches publicitaires sur les rues. D'ailleurs, si on veut cacher une information au Camerounais, tout le monde sait. Actuellement, mais là, c'est écrit et met sur un flyer, on ne va plus lire. Non, la tendance vient de changer. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a au moins une tablette, tout le monde a au moins un téléphone, a au moins un ordinateur. Et même à la télévision, on a YouTube à la télévision, vous voyez ce que je veux dire? On a Facebook à la télévision. Ce qui fait que si votre information devait passer uniquement par une chaîne, il est fort probable qu'une quantité de personnes ne regardent pas l'information. Si votre information devait passer par un papier journal physique, il est fort probable que la majorité de la population ne puisse pas lire l'information. Alors, il est question de s'adapter aujourd'hui et de comprendre que vous pouvez avoir un journal, mais s'il est numérique. On a même l'IA maintenant qui transforme également, n'est-ce pas, le paysage médiatique. Oui, c'est intéressant, mais l'IA ne peut pas faire une analyse comme M. Timothée peut faire sur une situation ou comme les autres experts qui sont là. L'IA, il faut avoir un minimum d'informations et de connaissances dans le domaine que tu poses des questions pour que l'IA te donne la bonne information. Un stupide ne fout rien avec l'IA. On met une épreuve là, on donne l'IA à ce dernier, il a 0. C'est très possible. Mais ce que je dis, c'est que nos papas qui sont là doivent se digitaliser, doivent faire avec nous. Il ne faut pas qu'il y ait une scission entre les nouveaux créateurs de contenu qui n'ont que la connaissance des outils, mais n'ont pas la pertinence du domaine.
n'ont pas la vraie connaissance de ce qu'on appelle le média ou la communication. Mais nous avons aussi nos papas qui ont le savoir, qui ont la maîtrise, les meilleures orientations, mais refusent catégoriquement les nouveaux outils. Pour eux, c'est la diable, c'est la mondialisation. Je vous dis, il y a beaucoup de personnes, vous devez le savoir. Moi, j'ai mon ami personnel, il est styliste. Il n'a jamais fait une formation en stylisme. Il s'est levé un matin, il a pris YouTube. Il a pris un vêtement, il a appris à coudre. Aujourd'hui, il est parmi les meilleurs stylistes du Cameroun. Pour dire que c'est les avantages que la digitalisation peut apporter aujourd'hui, c'est qu'on est capable de faire des choses incroyables, apprendre des choses incroyables et de distribuer la bonne information, passant par les nouveaux outils actuels. Arrêtons le comportement limitant. D'accord, merci beaucoup. Mais justement, il est donc question de diversifier les sources de revenus. Lorsqu'on se lance, n'est-ce pas, dans les médias, on a une télévision, une radio et une presse. Comment diversifier les sources de revenus? Parce que vous êtes quand même expert en entrepreneuriat. Donc dans l'entrepreneuriat, il y a divers domaines. Donc voilà. Comment faire, selon vous, Ibrahim, pour diversifier les sources de revenus? Alors, Andrea, merci pour la question. Je crois que moi, je vais regarder les choses en tant qu'entrepreneur ou comme homme d'affaires. Je ne veux pas regarder, je n'ai pas fait de formation dans le journalisme ou la communication pour parler en tant qu'un expert des médias, comprendre ce que c'est là-bas. Non, je ne connais pas trop cet environnement-là. Je vais regarder comme un homme d'affaires. Mon confrère co-panéliste tout à l'heure a parlé de la vision. Il faut aussi parler de la stratégie, il faut parler des modèles économiques. Les chaînes de télévision traditionnelles ont œuvré dans une dimension de responsabilité sociétale, une mission sociétale. Mais aujourd'hui, la mission sociétale peut être en difficulté quant à financer les opérations, quand surtout il y a une concurrence très accrue qui arrive avec la digitalisation. Quel est le modèle économique des médias traditionnels? Il est très bas. C'est quoi? C'est quand une entreprise va demander la pub, qu'on va avoir quelque chose. Mais quel est le plus viable, selon vous, pour les médias? Pour les modèles économiques. Il faut d'abord le reconstruire même. Quand vous étudiez quelqu'un comme Canal+, qui a ouvert en France en 1984, elle a travaillé pendant 16 ans à s'étendre en Europe, aux Caraïbes et dans une île. En 2001, entre 2000 et 2010, elle va commencer à se lancer en Afrique. Et aujourd'hui, entre 2010 et 2024, elle est installée dans 25 pays africains. Sa vision, c'est être le leader et le meneur du divertissement. Aujourd'hui, en fait, les médias sont devenus un marché. La seule mission de responsabilité sociétale d'informer ne suffit plus pour que les choses marchent convenablement. Facebook, quand on parle de médias, Facebook est à l'intérieur. Mais qu'est-ce que c'est que Facebook? Ce n'est pas qu'une plateforme de communication. C'est un marché où à chaque fois vous communiquez, vous envoyez des informations, l'algorithme les étudie, et puis elle sait que bon, quand José Zamoba dit qu'il va envoyer les étudiants en Italie, les gens qui s'intéressaient au voyage, là, voilà l'annonce de le grand Joseph Zambo par ici. C'est un marché. Est-ce que les gens doivent investir dans ce type de médias? Oui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il en va de l'avenir de l'Afrique. Lorsque toutes les plateformes, ils sont dans une compétition extraordinaire. Parce qu'une des choses qu'on remarque entre les médias traditionnels et celles qui sont en train d'arriver, c'est que celles qui sont récentes font preuve de beaucoup d'innovation. C'est une compétition rude. Facebook qui se démarque là-bas, TikTok qui se démarque là-bas, WhatsApp qui se démarque là-bas. Mais les médias traditionnels, quelle est l'innovation qu'on apporte? Quelle est la valeur ajoutée? Comment est-ce qu'on fait pour avoir des prix? C'était Canal+ qui a eu l'audace en 84, de penser que les gens devaient payer pour voir une chaîne. Pourquoi est-ce que les médias traditionnels ne peuvent pas avoir des offres gratuites et des offres premium qui sont payantes? Si Canal+ a survécu en tant que média traditionnel, c'est parce qu'elle a mis un mécanisme. Il faut étudier le modèle économique de Canal+ et essayer de l'adapter avec, parce qu'on ne va pas réinventer les roues, pour voir comment est-ce qu'une chaîne traditionnelle peut capitaliser beaucoup d'argent. D'accord, merci beaucoup pour votre conseil. On va prendre quelques réactions déjà pour essayer de voir s'il y a des questions au niveau voilà, des téléspectateurs. Bonjour à vous. Moi, je pense que l'entrepreneuriat, les entrepreneuriats, c'est ce qu'il dit, que les entrepreneurs